Merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Alors notre grand invité aujourd'hui pousse un cri d'alarme à travers ce livre « Europe, le continent perdu ». Alors heureusement avec un point d'interrogation tout de même. Il a été ministre belge des Finances pendant 10 ans et pendant ces 12 dernières années, jusqu'en décembre, il a présidé la Banque européenne d'investissement, la BEI, le bras financier de l'Europe qui aide par le biais de prêts les PME ou de grands projets d'infrastructure. Cette banque est aujourd'hui au cœur de l'actualité, du débat sur la croissance. Doit-elle être renforcée et comment ? Philippe Mechtad, bonjour. Bonjour. On le disait, votre livre s'intitule « L'Europe, le continent perdu » et il n'y a pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui pour ouvrir cette émission. En effet, des records de chômage ont encore été atteints, 10,9% dans la zone euro. Plusieurs pays sont entrés en récession, y compris de bons élèves comme les Pays-Bas. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la partie ? Je pense que la partie n'est pas perdue, mais qu'il est temps de se réveiller et il est temps de mettre effectivement en œuvre une stratégie intégrée au niveau européen qui vise, d'une part, à remettre la finance au service de l'économie, ce qui n'a pas été le cas malheureusement pendant trop d'années, et qui, d'autre part, vise à augmenter le potentiel de croissance et de création d'emplois. Je pense que c'est la seule voie pour résoudre les difficultés économiques et sociales que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, mettre en œuvre cette stratégie de croissance, ça implique qu'on dépasse les égoïsmes nationaux et qu'on accepte de se mettre d'accord et de mettre en œuvre une stratégie élaborée en commun. Et c'est ce que va tenter de faire le Conseil européen, puisque vous savez que le président du Conseil européen a annoncé qu'il souhaitait qu'à la fin du mois de juin, le Conseil européen, donc le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, arrête cette stratégie commune. Alors, autre inconnu, la zone euro, est-ce qu'elle va résister ? C'est plus vraiment un sujet tabou dans la campagne électorale puisque les Grecs votent ce week-end. La question de la sortie de la Grèce de la zone euro, est-ce qu'une drachme dévaluée ne pourrait pas aider la Grèce justement à exporter plus ? Et est-ce que finalement l'abandon de l'euro pour la Grèce, ça ne pourrait pas être une bonne solution de part et d'autre, à la fois pour la Grèce et pour la zone euro ? J'ai sérieusement des doutes que ce soit une bonne chose pour la Grèce, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais il y a des questions juridiques, techniques, financières, qui font qu'une dévaluation de la drachme n'apportera pas le soutien espéré à l'économie grecque. Une des raisons, c'est notamment que, avant de pouvoir exporter, puisque le grand argument, c'est de dire si la drachme dévaluait, les exportations grecques deviendraient plus compétitives. Mais avant d'exporter, il faut d'abord importer, et notamment importer des équipements que les Grecs ne fabriquent pas eux-mêmes, et ces importations deviendraient beaucoup plus chères. Donc, ce n'est pas du tout assuré qu'il y aurait un tel avantage compétitif. Et puis, plus fondamentalement... Pour les 16 autres, alors ? Pour le reste de la zone euro, il faut reconnaître que l'économie grecque représente peu de choses dans la zone euro. Mais je ne vois pas non plus ce qu'on y gagnerait. En parlant d'euros, justement, est-ce qu'il n'est pas un peu surévalué ? On est presque à 1,30 $. Est-ce que l'idée de le dévaluer entièrement, l'euro lui-même, ce qui implique d'ailleurs une intervention de la Banque centrale européenne, ça n'est pas la bonne idée pour l'avenir ? La question peut être posée. Et c'est vrai que d'autres régions du monde se gênent beaucoup moins pour utiliser la dévaluation de leur monnaie comme un outil compétitif. Ceci dit, d'abord, c'est pas sûr que même si on le souhaitait, on pourrait effectivement obtenir le résultat, parce que les autres ne resteront pas sans réaction. Voyez les Américains à l'égard de la Chine. Depuis longtemps, les Américains souhaiteraient modifier le rapport de change entre le dollar et le renminbi, mais ils n'y arrivent pas parce que chaque fois qu'ils font un mouvement, les Chinois réagissent. Et puis de nouveau, on retrouve ce problème que des importations qui nous sont absolument nécessaires deviendraient beaucoup plus chères. L'Europe doit importer notamment de l'énergie, des matières premières, qui deviendraient beaucoup plus chères, et on risque d'entrer dans une spirale prix-salaire, qui finalement jouerait à notre détriment. Donc, on peut en discuter, les économistes entre eux ont des opinions différentes. Il n'est pas évident qu'un euro plus faible nous serait vraiment profitable.
Alors, autre sujet de discussion entre économistes, la Banque centrale européenne, est-ce qu'on doit lui permettre de prêter directement aux États et non plus aux banques qui ensuite prêtent beaucoup plus cher aux États? En clair, est-ce qu'il faut réformer les statuts de la BCE? Oui, donc vous savez que les Allemands, compte tenu de leur histoire, compte tenu de ce qu'ils ont connu entre les deux guerres, ont une peur panique de tout ce qui pourrait favoriser l'inflation. Et donc, ils ont exigé très clairement, lors de la négociation du traité de Maastricht, que la Banque centrale européenne ne puisse pas jouer ce rôle de prêteur en dernier ressort pour les États. L'erreur qu'on a commise à ce moment-là, c'est de ne pas prévoir un mécanisme de substitution. Et donc, quand la crise de la dette a éclaté, on a dû improviser. Et pour avoir participé aux discussions, je peux vous dire que ce fut vraiment de l'improvisation. Il n'est pas nécessaire de permettre à la Banque centrale européenne de devenir le prêteur directement aux États. On peut trouver d'autres formules. On va mettre en place un mécanisme permanent d'aide aux pays en difficulté financière, le mécanisme européen de stabilité. C'est un des traités qui est en cours de ratification. Je pense qu'on pourrait modifier les statuts de la Banque centrale européenne pour lui confier explicitement la mission non seulement de veiller à la stabilité des prix, ce qu'elle doit faire déjà au terme du traité, mais également de veiller à la stabilité financière. Je crois rétrospectivement qu'on aurait souhaité qu'une autorité, et ce serait normalement la Banque centrale européenne, ait réagi plus tôt devant le développement de certaines bulles financières qui ont contribué à aggraver. Vous voulez dire à la fois aménager le pacte de stabilité et de croissance, parce que longtemps l'Europe a été obsédée par la rigueur et aujourd'hui, elle semble se tourner vers la croissance d'un seul bloc. Les récessions en Grèce, en Italie et bien sûr en Espagne sont passées par là, comme nous l'expliquent Salima Belac et Aude Soufi. Sur un an, l'économie espagnole s'est contractée de 0,4%. Le résultat, selon beaucoup d'analystes, de la priorité donnée à l'austérité. L'Organisation internationale du travail, dans son rapport publié lundi, érige même l'Espagne en exemple à ne pas suivre d'une politique uniquement centrée sur la rigueur. C'est dans ce pays officiellement de retour en récession que s'est rendu Wolfgang Schäuble lundi. Pour le ministre des Finances allemand, la consolidation budgétaire était une nécessité pour générer croissance et emploi. Les mesures que le gouvernement espagnol a mises en œuvre sont, de l'avis du gouvernement allemand, très impressionnantes. Elles correspondent à ce que nous avons convenu d'un commun accord et en conformité avec les règles de droit de l'Union européenne. Et même si elle continue à soutenir une stricte orthodoxie budgétaire, l'Allemagne a bougé sur la croissance. Même le patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a fait de ce thème une priorité. Nous avons un pacte budgétaire et maintenant, il nous faut un pacte de croissance. Il faut revenir en arrière et en faire un pacte de croissance. L'Allemagne devrait proposer une initiative de croissance au prochain sommet européen prévu les 28 et 29 juin. Mais libéralisation des marchés ou politique de relance, tous n'ont pas la même conception du meilleur chemin vers la croissance durable. Qu'est-ce qui, selon vous, a finalement fait bouger Angela Merkel sur la croissance ? Je pense que c'est simplement le constat que tout le monde peut faire, que l'austérité, qui est sans doute nécessaire, en tout cas dans certains États, pour rétablir les finances publiques, cette austérité, si elle est généralisée, aboutit à une récession. Et que, on le voit, plusieurs pays européens sont aujourd'hui de nouveau en récession. C'était une erreur d'analyse d'Angela Merkel ? Non, je pense qu'elle avait raison de dire que la discipline budgétaire était nécessaire. Elle en a d'ailleurs fait, à juste titre à mon avis, une condition pour la solidarité financière, pour que les mécanismes dont je parlais tout à l'heure, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de solidarité, pour qu'ils puissent aider les pays. Assez normalement, on exige que ces pays cèdent d'abord eux-mêmes, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans leurs finances publiques. Mais il est clair que ce n'est pas suffisant et qu'à côté de ce qu'on a appelé le pacte budgétaire, il faut également un pacte de croissance. Parce qu'on n'en sortira pas si les pays européens entrent ensemble dans la récession. Donc, mais parlons justement de cette croissance, parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Pour l'Allemagne, il n'est pas question d'une croissance avec des investissements publics, soit pour des grands travaux ou pour relancer la consommation. Est-ce qu'une croissance simplement avec de la dérégulation, ça peut marcher ? Non. Il faut donc à la fois procéder à un certain nombre de réformes structurelles qui vont augmenter le potentiel de croissance de l'économie européenne. Et par exemple, il y a dans les propositions du commissaire Michel Barnier
une série de mesures tout à fait intéressantes. Et l'estimation de la Commission, c'est que si on mettait en œuvre toutes ces mesures destinées à véritablement achever le marché unique européen, cela pourrait représenter 1 à 2% de croissance supplémentaire. Donc c'est des réformes qu'il faut faire, en particulier pour le bon fonctionnement du marché unique. Mais à côté de cela, vous pouvez avoir des mesures de stimulation, notamment par le biais des investissements. Je pense que des investissements, s'ils sont bien choisis, peuvent être un soutien de la croissance. Par le biais de la BEI. Par exemple, vous étiez effectivement jusqu'à l'an dernier le président de la Banque européenne d'investissement. Vous êtes toujours son président honoraire, dont les capacités de prêt ont commencé à diminuer en 2009. Sérieusement, elle est au centre d'un débat. On veut lui donner plus de moyens. Doit-on lui donner ces moyens? Et puis, pour quel choix stratégique surtout? PME, infrastructure? Alors c'est vrai que si on veut demander à la Banque européenne d'investissement de continuer à soutenir, comme elle l'a fait en 2009, en 2010, en 2009, pour vous donner une idée, la Banque européenne d'investissement a prêté 79 milliards d'euros. Elle est donc passée de quelques 45 milliards avant la crise à 79 milliards. Il est clair que si on demande à la BEI de maintenir un tel niveau de soutien aux investissements en Europe, eh bien, il faut augmenter son capital, parce que comme toute banque, elle doit respecter un certain rapport entre ses fonds propres et le total de ses engagements. Et donc ça veut dire investir plus et mieux en recherche et développement, en formation. Et c'est la Commission que vous jugez un peu trop technocrate vous-même, qui est capable de déterminer ses priorités? Alors, la Commission a fait un excellent travail en présentant ce qu'on appelle la stratégie Europe 2020, mais il est clair que la mise en œuvre de cette stratégie, elle dépend des États. Il faut que véritablement les États européens soient convaincus qu'ils obtiendront de meilleurs résultats s'ils agissent de manière coordonnée. En investissement plus et mieux, en recherche et développement, en formation, en investissement plus et mieux pour rendre l'économie plus soutenable, c'est-à-dire plus économe en énergie, plus économe en matières premières. On vous propose maintenant de rentrer dans le détail des grands équilibres budgétaires européens avec la Fondation Robert Schuman. Son président, Jean-Dominique Giuliani, revient au bon sens. L'équilibre des recettes et des dépenses, on l'écoute. Eurostat vient de publier les derniers chiffres de l'endettement et du déficit des pays de l'Union européenne. En 2011, les déficits des gouvernements ont en moyenne baissé de 6,5% du PIB à 4,5%. Mais dans le même temps, la dette s'est accrue, passant de 80 à 82,5%. Nous dépensons trop, environ la moitié de notre richesse produite chaque année, alors que nous n'avons que 45% de recettes. Monsieur le Président, vous semblez remettre en cause le nouveau traité d'union fiscale qui instaure des règles, certes sévères, mais de discipline nécessaire. Pensez-vous que nous puissions vraiment retrouver le chemin d'une croissance durable, c'est-à-dire qui crée enfin des emplois en Europe, sans des règles de discipline et une réduction importante de nos dépenses publiques? Vous avez compris la question. Est-ce qu'on a un autre choix que de se serrer la ceinture? Mais contrairement à ce que dit M. Giuliani, je ne remets pas en cause le traité. Je dis simplement qu'il n'est pas suffisant. Si on ne fait que de la discipline budgétaire, on ne va pas en sortir. Et de la règle d'or en particulier, alors, que vous critiquez? Je trouve que ce n'est pas la véritable règle d'or qui est dans ce traité. La véritable règle d'or, c'est qu'un État ne peut pas emprunter pour financer ses dépenses de consommation, il ne peut emprunter que pour financer des dépenses d'investissement. Et c'est une distinction fondamentale. Quand un État emprunte pour payer la consommation d'aujourd'hui, il met une charge sur les générations futures. Quand un État emprunte pour faire des investissements rentables, c'est-à-dire quand le retour de cet investissement est plus important que les charges de la dette, eh bien à ce moment-là, c'est au contraire une dotation aux générations futures. C'est fondamentalement différent. Or, le traité ignore cette distinction que pourtant le Premier ministre italien, Mario Monti, a encore rappelé récemment. Donc, j'ai des réserves sur la règle d'or telle qu'elle est formulée. Je n'ai aucune réserve sur la nécessité de la discipline budgétaire. Je dis simplement que ce n'est pas suffisant et que ce pacte budgétaire doit maintenant être complété par un pacte de croissance. Et c'est là qu'il faut mettre ensemble une série de mesures. On a évoqué la recapitalisation de la Banque européenne d'investissement. On peut aussi songer
à une utilisation plus rapide et plus efficace de ce qu'on appelle les fonds structurels, ces fonds du budget européen qui sont destinés aux régions en retard de développement. On peut penser à lancer ce qu'on appelle des project bonds, des obligations de projet, pour attirer des fonds venant d'investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, donc des fonds privés, pour financer des projets d'infrastructure. Il y a donc toute une série de mesures qu'on peut imaginer pour soutenir la croissance. Philippe Maystadt, est-ce que la rigueur est une des raisons de la montée des populismes dans différents pays d'Europe, dont la Grèce et la France qui votent ce week-end? Oui, je pense que ça s'explique en partie par un certain sentiment de désespérance. Quand vous avez des régions ou des pays où le chômage est très élevé, où notamment le chômage des jeunes est très élevé, songez qu'en Espagne aujourd'hui, 1 jeune sur 2 est sans travail. Ce sont des situations intenables. Et c'est normal que le mécontentement, la colère, le désespoir s'expriment en votant pour les extrêmes, extrême gauche ou extrême droite d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de redonner de l'espoir. La discipline budgétaire, elle est nécessaire. Mais si la seule perspective que vous donnez aux gens, c'est de dire on doit encore plus se serrer la ceinture, vous verrez une montée de ces extrêmes. Il faut en même temps créer les conditions pour qu'il y ait davantage de croissance et surtout davantage de création d'emplois. Pour conclure, justement, quel est l'Européen de l'année, selon vous, Philippe Maystadt? J'espère que ce sera Mme Merkel, parce que je pense qu'elle a un rôle très important à jouer. Elle est à la tête de l'économie la plus importante en Europe et elle a le poids politique suffisant pour maintenir cette double orientation. La discipline budgétaire, qui est une condition nécessaire, mais aussi un pacte de croissance, une stratégie coordonnée pour augmenter le potentiel de création d'emplois en Europe. Je pense qu'elle a la capacité d'imposer cette double stratégie. Une européenne. Donc merci Philippe Maystadt d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et à très bientôt sur nos 2 antennes. À très bientôt à tous.